C'est moi qui démarre pour ce « Où vont les femmes ?», avec cette question qui détourne un peu le titre d'une chanson des années disco sur laquelle beaucoup d'entre nous, filles ou garçons, se sont sans doute un peu trémoussés. Nous voulions, comme nous le faisons souvent à Démo Débat, interroger une des grandes thématiques sociétales, celle du féminisme, de l'émancipation et du combat pour des droits des femmes. Le sujet est évidemment très vaste, passionnant, parfois complexe ou conflictuel, et il sera bien sûr impossible d'épuiser la question en 90 minutes. C'est une thématique que nous avions initialement prévu d'aborder au printemps 2020, juste avant que le ou la Covid vienne perturber nos vies. Nous avons choisi ce soir de faire se rencontrer, dialoguer 3 générations de féministes pour dresser un état des lieux de ce que Gisèle Halimi appelait la cause des femmes. Est-ce que mon micro marche ? Oui, fantastique. Avec nous ce soir, 3 invités, Martine Storti, Anne Gainsburger et Emanuela Todorova, qui vont nous parler de leur histoire militante, des combats qui ont été menés, de ceux qui restent à mener. Mais avant ça, pour initier la soirée, avec Pascal, on s'est posé une question. On s'est demandé quelle était notre vision personnelle du féminisme, puisque nous sommes de genres différents, de générations différentes, on peut le dire. J'ai rien dit, c'est vous qui l'avez interprété comme ça. Voilà. On va pouvoir commencer. Et c'est avec toi qu'on démarre, Cyrielle. Moi, j'ai voulu penser le féminisme comme une liste de combats, donc les combats qui me tenaient le plus à cœur. J'ai d'abord choisi le combat qui permet aux femmes d'être au pouvoir, aux mains de la vie politique, sociale, de l'action publique du pays. Et pour ça, j'ai évidemment pensé à la photo de Simone Veil devant l'Assemblée nationale qui défendait le droit à l'IVG. J'aurais adoré mettre une photo de femme présidente de la République, mais visiblement, nous n'y sommes pas encore. Ensuite, j'ai choisi le combat pour la fin des violences et la fin de la peur que la moitié de la population subit tout au long de sa vie. Et pour ça, j'ai choisi une photo d'une manifestation de l'association Nous Toutes, qui détourne le slogan de Simone de Beauvoir disant « Ne naît pas femme, mais on en meurt ». Voilà. Et finalement, le combat féministe... Dernière image. Dernière image, j'y arrive. Le combat féministe qui permet aux femmes de ressembler à ce qu'elles veulent et de se comporter comme elles le souhaitent et pas comme ce qu'on attend d'elles. Et pour ça, quelle meilleure image que Adèle Haenel qui tend les Césars après la nomination de Roman Polanski, qui est du coup son présumé agresseur, après qu'il ait été sacré meilleur réalisateur. Voilà. Mes images à moi... Ben c'est un peu en pensant à vous aussi, Martine Storti, puisque ça apparaît dans votre livre, Les 5 sœurs turques de Mustang, le film de la réalisatrice franco-turque Deniz Gamze Erguvan, sorti en 2015, qui évoque les mariages forcés. C'est une image très forte. La deuxième image, c'est celle d'une militante féministe ukrainienne qui a été une des premières alertées sur la dangerosité de Poutine, c'est Ina Sevchenko que vous avez là. Et la troisième image, là aussi je l'ai retrouvée grâce à vous, Martine Storti, quand vous me disiez tout à l'heure que c'était la première fois que vous arriviez à Thionville. J'ai retrouvé sur un texte de votre blog
un texte qui rappelle 1972, il y a 50 ans précisément. On était en mars, avril, mai. 95 femmes, jeunes filles, je crois que la moyenne d'âge était autour de 22 ans, qui se sont mises en grève aux Nouvelles Galeries de Thionville pour protester. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir ce dessin qui apparaît sur un tract où elles protestent notamment contre la façon dont on les traite, les attouchements, etc. Je vois mon ami Jean-Louis Malice qui est là, qui, je pense, se souvient aussi de cet événement, puisque c'était la CFDT qui tenait à l'époque ce mouvement. Voilà, je trouvais que c'était une image assez forte. Si je peux vous interrompre, oui. Il y avait une chanson. Ah, je ne connais pas cette chanson. Alors la chanson, peut-être que ici des personnes s'en souviennent. Ça, c'est le mien, celui-là. Justement, je l'ai porté parce que c'était sur l'air des petites femmes de Pigalle et les grévistes, en liaison d'ailleurs avec les filles du MLF, dont certaines étaient venues à Thionville, avaient fait une chanson sur l'air des petites femmes de Pigalle, et c'était les petites femmes des galeries. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Jean-Louis s'en souvient. Et le texte était paru dans le numéro 4 du Torchon Brûle, et c'était donc les petites femmes des galeries, au lieu de dire les petites femmes de Pigalle. Et c'est les grévistes elles-mêmes qui avaient fait ce texte. Je voudrais quand même vous en lire, si vous permettez, un extrait. Tout à l'heure. Il vous faut choisir, toutes nous augmenter ou bien vous barrer. On n'en a pas l'air, mais il faut se méfier, car on est toutes là, prêtes à se bagarrer. Ah, les petites femmes des galeries. On a l'air fragile, mais rien ne nous fait peur. Même les gardes mobiles sont partis ailleurs. Quant à vous, les filles qui n'y croyez pas, ferez triste mine quand on gagnera. Ah, les petites femmes. Ah, ce qu'ils étaient drôles derrière les banderoles. On ne voyait que leurs petites guiboles. Ça parle des CRS. Quant à leur frimousse, mieux vaut pas la voir, car ils ont toutes des gueules de barbares. Ah, les petites lobes de la gendarmerie. Elles n'y allaient pas par le dos de la cuillère, si je puis dire. Et c'était une grève extrêmement longue, en effet. Pardon, je vous ai interrompu, mais là, comme vous citiez ça, et c'est une chanson qui a été beaucoup chantée à l'époque, et en particulier par les grévistes qui l'avaient écrit. Texte à lire sur le blog de Martine Storti. Donc vous venez de faire connaissance avec Martine Storti, une référence, une mémoire du mouvement féministe, puisque vous êtes passé notamment par le MLF, créé dans ces années-là. Vous avez été professeur de philosophie, journaliste au quotidien Libération de 1974 à 1979, où vous suivez alors les actions du MLF et d'autres mouvements féministes, mais également dans d'autres organes de presse comme F Magazine, mensuel féministe créé à la fin des années 70 par Claude Servan-Schreiber et Benoît de Groult. Vous serez plus tard inspectrice générale de l'éducation nationale, membre de plusieurs cabinets ministériels dans les années 80, notamment aux côtés, je crois, de Laurent Fabius quand il était Premier ministre. Et de 2019 à 2021, vous avez présidé la commission Enjeux européens et internationaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes enfin l'auteur de plusieurs livres. On va en citer un, le plus récent, Pour un féminisme universel, sorti en 2020 aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées. Martine Storti, et on retrouvera tout à l'heure Anne et Emanuela. La première question, pour introduire un petit peu cette rencontre, on a tous en tête évidemment la citation de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Une autre femme, et vous le citez Emanuela dans votre livre, Julia Pietri a écrit « On ne naît pas féministe, on le devient ». J'aimerais d'abord vous interroger sur l'événement ou la rencontre qui a déclenché cet engagement féministe. Pour moi, vous voulez dire ? Pardon ? Pour moi ? Pour vous ? Je ne sais jamais quoi répondre à cette question qu'on m'a déjà... Parce que j'ai l'impression que j'étais féministe depuis le début, sans le savoir d'une certaine façon. C'est-à-dire que
Quand j'étais petite et quand j'ai grandi, d'ailleurs, alors, il y a longtemps, hein, parce que je suis un peu, là, en effet, canal historique. Bon, voilà, c'est la vie, les années s'accumulent, c'est comme ça. Mais je suis ravie qu'en effet, les générations aussi, on puisse transmettre et parler. Voilà, j'étais une petite fille, et puis une fillette, et puis une adolescente qui n'a jamais pensé que parce que j'étais fille, un certain nombre de choses m'étaient interdites ou je n'aurais pas le droit de les faire, etc. Donc, alors, en même temps, voilà, mais en grandissant, au fond, en étant jeune fille et que j'ai compris que c'était pas si simple que ça et qu'en effet, donc j'ai grandi dans les années 60 et j'étais jeune dans les années 70, que c'était pas, y compris par exemple, si je prends l'exemple de mai 68, hein, j'étais étudiante en philo à la Sorbonne en mai 68, qui reste pour moi, je crois que je mourrais nostalgique de ces quelques semaines de mai et juin 68, qui a été donc une parenthèse tout à fait extraordinaire dans le quotidien de la vie. Justement, on sortait du quotidien. On voit bien que les personnes qui incarnent mai 68 sont des figures masculines. Hein. Si on regarde les quelques noms, hélas, ils meurent les uns après les autres. L'un d'entre eux vient de mourir, comme vous le savez, puisqu'Alain Krivine a été enterré cette semaine. Mais en mai 68, en effet, dans les organisations gauchistes, le machisme, comme on ne disait pas encore, et l'inégalité entre les filles et les garçons, tous révolutionnaires ou toutes révolutionnaires que nous étions, quand on se revendiquait en effet du gauchisme, qu'ils soient anarchistes, trotskistes, maoïstes, tout ce que vous voulez, évidemment qu'il y avait une inégalité extrêmement importante dans cette jeunesse entre les garçons et les filles. Et donc moi j'étais très active dans le comité de grève des étudiants de philosophie. J'étais aussi une des rares femmes, je le dis comme ça n'est pas du tout pour m'en vanter, qui prenait la parole dans les assemblées générales, mais on voit bien que ce qui reste, ce sont des figures masculines. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, mon engagement féministe explicite au sens politique du terme remonte à l'automne 1970, à la sortie d'un numéro spécial d'une revue qui n'existe plus, qui s'appelait à l'époque Partisan, qui était publiée par la librairie Maspero, et qui était titrée Libération des femmes, année 0, 1970. Automne 1970. Ce qui était un titre rétrospectivement complètement stupide, parce que Libération des femmes, année 0, comme si tout commençait en 1970 et comme s'il n'y avait pas eu de lutte avant. Mais comme vous le savez, chaque génération considère que tout commence avec elle, et donc nous-mêmes avons considéré que le féminisme commençait avec nous, ce qui était idiot, puisqu'en effet, il y a eu des siècles de combats. Mais ça montre quoi? Ça montre que cette histoire avant la nôtre, la vie avant soi, hein, comme on peut dire, ne nous avait pas été transmise. C'est-à-dire moi qui avais fait des études de philo, qui suis allée au lycée, qui ai passé le bac, qui ai fait classe prépa, qui était agrégatif de philosophie, jamais cette histoire des luttes féministes, des luttes de femmes, que ça soit ça. Alors, il y avait la caricature des suffragettes, hein, pour la lutte pour le droit de vote. Et puis voilà, il y avait donc cette histoire pas transmise en réalité existait. D'où l'importance pour la génération à laquelle j'appartiens d'avoir redécouvert cette histoire. Et il y a eu toutes les copines historiennes, sociologues et surtout historiennes, qui ont travaillé pour faire émerger en effet un certain nombre de figures féminines, pas forcément féministes d'ailleurs, mais en tous les cas féminines. Et moi, la seule qui émergeait, que je connaissais, et ma génération était prise dans cette représentation-là, c'était Simone de Beauvoir. Parce qu'en effet, il y avait ce couple absolument mythique, Sartre-Beauvoir, et comme j'avais fait des études de philo, et avec une vision très romanesque d'ailleurs de ce qu'était l'école normale supérieure, etc., à travers ces deux personnages. Donc il n'y avait que cette figure-là. Et alors ce numéro a été tout à fait important pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais prof de philo à Denain, dans le nord de la France, puisque à ce moment-là, les
Les profs étaient nommés soit dans le Nord, soit dans l'Est. Moi, j'étais à Denain. Et quand je revenais à Paris le week-end et je tombe sur ce numéro. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que toute une série de questions que je me posais, ou de problèmes, ou de difficultés, ou de désirs, ou d'envies, etc., que je croyais tout à fait personnelles et uniquement... Je m'apercevais à travers ces textes, un gros numéro, hein, que c'était pas du tout... Il n'y avait pas que moi qui me posais ce genre de questions, mais il y en avait plein d'autres. Des Françaises, mais pas que des Françaises, des Américaines, des Allemandes, des Espagnols, des femmes d'Amérique latine, etc. Parce qu'il y avait c'était un numéro avec des textes qui n'étaient pas que français, sur les questions de viol, d'avortement, de liberté des femmes, de sexualité, d'égalité dans le travail, de sexisme, etc., etc. Et donc c'est là qu'en effet, et ça correspond, c'était quelques semaines après... cette manifestation qui est devenue maintenant symbolique, mais qui était passée assez inaperçue à l'époque, quand quelques femmes étaient allées au mois d'août, le 26 août 70, sur la tombe, enfin, avaient essayé de s'approcher de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, pour dire il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et elles étaient quelques-unes, hein, une dizaine. Il y avait beaucoup plus de policiers que de manifestantes. Elles ont toutes été embarquées pour quelques heures dans ce qu'on appelait à l'époque les paniers à salade. Et ça marque le début, en fait, du mouvement de libération des femmes. Et ensuite, il y a eu les assemblées générales, etc., etc. On reviendra notamment sur quelques questions, peut-être notamment sur ce mouvement qui est mondial. Juste quelques mots. C'est quoi le féminisme ? C'est quoi le féminisme ? Écoutez, moi je peux vous donner. Ouais. Non, mais je peux vous donner ma réponse. Votre réponse. Voilà, ma réponse. C'est votre réponse. Si comme vous l'avez fait au Républicain Lorrain. Voilà ma réponse. D'ailleurs, celle que j'explique dans le Républicain Lorrain de ce matin. Le féminisme, c'est un combat politique. C'est un combat politique pourquoi je dis c'est un combat politique ? Parce que c'est un combat autour de deux concepts politiques qui ne sont pas propres aux femmes d'ailleurs. C'est la liberté et l'égalité. Mais à partir du moment où on pense l'égalité, la liberté du côté des femmes, ça veut forcément dire un certain nombre de choses qui n'ont pas été perçues avant ou qui délibérément étaient effacées ou mises sous la table parce que ça gênait. Évidemment que la liberté pour les femmes commence avec la liberté du corps et donc avec la maîtrise de son propre corps. D'où toutes les luttes pour l'avortement, pour la contraception, contre les violences qui sont, hélas, on en reparlera sûrement encore actuelles. Donc voilà, comment penser la liberté à partir de cette réalité qui est que le corps des femmes leur appartient, mais hélas, pendant des millénaires, et encore maintenant dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cultures, il ne leur appartient pas. Donc le corps des femmes n'est pas à la disposition. Voilà, la liberté. Après, ça se décline dans le choix, faire... Et l'égalité, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais donc en finir avec le patriarcat, qui est aujourd'hui aussi l'autre nom de la domination masculine, mais en finir avec le patriarcat réellement et pas simplement juridiquement. Le patriarcat, c'est le pouvoir masculin. Matriarcat pourrait être le pouvoir féminin. Alors vous savez qu'il y a plein de débats pour savoir si à un moment, dans l'histoire, il y a eu une société matriarcale ou pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Si on prend un pays comme la France, le patriarcat a été aboli. Nous ne sommes plus dans un pays juridiquement patriarcal. Il n'y a plus de patriarcat. Je dis en France, ou dans d'autres pays, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Mais que le patriarcat n'existe plus juridiquement, le pouvoir des pères, plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir ni des pères ni des maris, comme ça a été le cas pendant des siècles. Que le patriarcat soit aboli juridiquement ne veut pas dire que dans la société, le patriarcat a disparu. C'est-à-dire que l'inégalité, la domination, les discriminations
existent toujours. Et d'où les combats qui continuent. Mais j'insiste quand même sur le fait que, à cause de ces combats, ou grâce à ces combats plutôt, juridiquement, au fil des années et des décennies, le féminisme, c'est ça, c'est liberté, égalité. Et alors il se décline, et après j'arrête, il se décline de multiples façons. C'est-à-dire que le combat pour la liberté et l'égalité aujourd'hui en France, dans un pays où quand même beaucoup de choses ont avancé, évidemment ne se mène pas de la même façon qu'en Afghanistan, ou qu'en Arabie Saoudite, ou qu'au Pakistan, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Mais ce sont toujours des combats pour la liberté et pour l'égalité. Et si je plaide pour un féminisme universel, c'est justement pour dire un féminisme qui intègre les multiples formes d'inégalité et de non-liberté et les multiples manières de se battre. Donc un féminisme universel, ce n'est pas un féminisme uniforme, ce n'est pas un féminisme où tout le monde pense pareil. Mais le chemin, si le chemin est différent, la manière de s'y prendre, forcément, c'est différent. Mais les objectifs, et d'ailleurs vous citiez, je cite plusieurs films, plusieurs livres dans mon bouquin, ouais. Les objectifs restent pour moi les mêmes. Voilà. Juste avant de passer la parole à Cyrielle, on a retrouvé cette couverture de F Magazine, le premier numéro, qui met en couverture Claire Bretéché, voilà, grande icône de ces années-là aussi. Cyrielle. Merci Madame Storti. Manuela Todorova, vous naissez en Bulgarie mais vous grandissez en France avant de déménager à Berlin en 2018. Suite à une énième agression de rue, vous commencez à en parler sur les réseaux sociaux et vous finissez par créer un compte Instagram qui s'appelle Dis bonjour sale pute, afin de recueillir des témoignages tout en créant un lieu de partage de paroles, de recueil de témoignages, etc. Votre compte Instagram prend de l'ampleur, vous fondez ensuite une association portant le même nom afin de toujours développer votre action et vous publiez en 2021 ce livre portant toujours le même nom qui est une sorte de boîte à outils qui mêle des conseils, des interviews, des chiffres clés afin de toujours mieux accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles. Vous êtes donc une militante active. Est-ce que vous pourriez, tout comme Martine Storti vient de le faire, nous expliquer l'origine de votre engagement militant ? Bonsoir, déjà. Moi, j'ai écouté Martine, j'avais l'impression d'être devant Arte un dimanche, devant une émission trop intéressante. C'était super intéressant et on a beaucoup à apprendre des générations précédentes qui ont entamé toutes ces luttes qu'on continue aujourd'hui à travers d'autres outils. Moi, quand on me demande comment je suis devenue féministe, je pense que déjà, j'ai découvert le mot très tard. Je ne savais pas ce que c'était être féministe avant mes 18-19 ans. Ce n'était pas du tout un mot qui était utilisé dans les médias. Dans ma famille, on n'en parlait pas. À l'école, on n'en parlait pas. Et je pense qu'en fait, j'ai grandi avec un sentiment d'injustice. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, cette injustice, c'était une injustice entre les filles et les garçons. Que ce soit sur le sport qu'on choisit, que ce soit sur les activités qu'on mène, que ce soit sur la tenue qu'on porte, etc. Et puis, à l'école, je me disais toujours, c'est bizarre, pourquoi on écoute plus les garçons, pourquoi les garçons occupent toute la cour et nous, on est dans un coin. Plus tard, à l'école, pourquoi les garçons occupent l'espace dans les classes. Plus tard, en réunion professionnelle, pourquoi on écoute plus les hommes que moi alors que j'ai dit exactement la même chose. Puis dans la rue, pourquoi est-ce que moi je me fais petite quand je rentre toute seule à 2h du mat alors que les mecs que je croise, c'est leur rue. L'expression, c'est la rue à ta mère, quoi. Vraiment, on a un moment où on se dit, est-ce que j'ai le droit d'exister dans cet espace public ? Puis dans les clubs, quand on sort faire la fête, nous, entre filles, en général, on va rester dans notre coin, on va danser entre nous et on va vraiment se rapetissir. Les mecs, ils vont occuper l'espace, ils vont venir se frotter, etc. Et en fait, c'est plein de petites choses qui, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'en fait, ils se donnent l'autorisation de se comporter comme ça, mais moi, je ne me donne pas cette autorisation, je ne me sens pas la légitimité de me comporter de cette manière, d'occuper l'espace de la même manière. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne naît pas féministe, on le devient. Aujourd'hui, j'ai rencontré des étudiants et je leur ai dit, moi, j'aurais préféré ne pas parler de féminisme toute ma vie. Ça m'aurait clairement arrangé. Mais le féminisme, il existe parce que la société l'a construit.
Concrètement, la société patriarcale oblige le féminisme à exister, parce que sinon, on est fichu. Et différentes situations de harcèlement de rue, une agression sexuelle en 2012 où j'ai failli y laisser ma vie, m'ont quand même complètement bouleversée. Et je suis partie vivre à Berlin. Et à Berlin, j'ai découvert qu'on pouvait être une femme libre dans l'espace public, s'habiller comme on veut, rentrer à l'heure qu'on veut. Je me suis en 3 ans jamais fait siffler, insulter, suivre. J'ai jamais subi de remarques sur ma tenue. J'ai jamais eu peur. Et pourtant, je peux vous dire qu'à Berlin, il y a des endroits... l'éclairage de la ville, c'est pas leur priorité. Et du coup, quand je rentrais en France, je me disais waouh, mais je me laissais parler comme ça avant. Je me laissais siffler, je me laissais insulter dans la rue. Et ça a d'autant plus pris de place dans ma vie quand j'ai créé ce compte Instagram, où j'ai commencé à partager des témoignages et que j'ai vu l'engouement qu'il y avait, le nombre de gens qui ont commencé à suivre la page, à m'envoyer des témoignages avec une détresse vraiment que je pouvais ressentir à travers les messages sur les réseaux sociaux. Là, je me suis dit, OK, il y a encore des choses à faire. Et au début, j'étais un peu frileuse. Est-ce que je dis que je suis féministe ou pas? Parce que la plupart des gens, quand tu leur dis que tu es féministe, ils ont peur. Ils pensent que tu hais les hommes. Ils pensent que tu es une méchante, frigide, qui hait les hommes. Alors que pas du tout. Et moi-même, j'ai dû me déconstruire de cette pensée parce que c'est comme ça qu'on m'avait vendu le féminisme. Et en fait, être féministe, c'est juste vouloir l'égalité, la liberté, l'égalité. Et je pense que même pour nous, féministes, c'est difficile de trouver notre place. Notamment quand on est hétérosexuel et qu'on a des relations amoureuses avec des hommes, ce qui est mon cas. Donc avec un homme en ce moment. Qui n'est pas là parce qu'il y a eu un accident sur la route. Bref, on pense à toi, Émile. C'est difficile parce que souvent on dit ouais, mais tu peux pas être féministe et en couple avec un homme, parce que finalement le féminisme c'est quoi? C'est se battre contre le patriarcat. Le patriarcat est représenté par qui? Par des hommes. Donc nous-mêmes, on est constamment aussi encore dans notre combat en train de se demander est-ce qu'on est légitime, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est des vrais féministes, est-ce qu'on est des féministes en carton? Et voilà, donc je pense qu'être féministe aujourd'hui, ça a plusieurs dimensions et ça a évolué avec le temps. Et je pense que c'est grâce à ces premières démarches qui ont été faites par le MLF et toutes ces premières vagues de féminisme qu'aujourd'hui on est sur un féminisme 2.0 qui est peut-être encore différent. Vous racontez dans votre livre que vous recevez tous les jours des centaines de témoignages de victimes qui ont subi des agressions toujours plus ou moins graves. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu tous les rôles que vous jouez auprès de ces victimes et surtout comment vous vous protégez psychologiquement en tant que personne de recevoir et de lire tous les jours ces témoignages difficiles à vivre et à lire? Alors, effectivement, je reçois quotidiennement des témoignages de personnes qui sont en détresse, qui viennent chercher de l'aide. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas professionnellement apte à fournir des soins thérapeutiques. Donc souvent, je vais accompagner les victimes pour leur donner des contacts, vers qui se tourner, qui contacter, comment se faire aider. Moi, je leur donne les contacts des personnes ou je les accompagne dans la démarche. Moi, je ne me soigne pas encore sur ça, mais je sais que je devrais prendre des rendez-vous et me faire accompagner parce que c'est quand même assez lourd. Et pour justement pouvoir le gérer au quotidien, alors il faut savoir que dans l'association, aujourd'hui, il y a 40 personnes. Donc l'asso est née en mars l'année dernière, ça fait un an. Et aujourd'hui, on est 40 bénévoles et il y a des gens qui m'aident quotidiennement. Il y a quelques personnes qui sont dans la salle ici, qui sont venues même de Berlin pour nous accompagner. Et moi, quand je lis les messages, je les lis comme une fiction. Je ne les considère pas comme des humains derrière. Parce que sinon, je pleure à chaque message que j'ouvre. Donc je vais le lire de façon très automatique, très méthodique, envoyer une pré-réponse. Je pré-écris les messages. Et après, je les adapte, évidemment, en fonction de ce que la personne m'a écrit. Mais c'est vraiment comme si je répondais à quelque chose de complètement fictif, parce que sinon, je pense que je ne tiendrais pas le coup. Merci. Anne Gainsburger. Je change juste le... Voilà. Oui, c'était hier soir, ça, au cinéma. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Vous connaissez bien notre région. Oui. C'est bon. Vous connaissez bien notre région pour y avoir tourné à plusieurs reprises des films documentaires sur la lutte des sidérurgistes, et particulièrement La promesse de Fleurange en 2013. Vous préparez d'ailleurs un nouveau film ici, et vous allez tourner là, pendant quelques jours, pas très loin, dans la vallée de la Fensch.
Vous avez été grand reporter à la rédaction de France 2, puis à Envoyé spécial. Vous avez rejoint ensuite Canal+, notamment le magazine d'enquête 90 minutes, puis la rédaction en chef de l'émission politique Dimanche+. En 2007, vous créez une société de production, Chasseurs d'étoiles, qui produit des films documentaires et développe des programmes pour la télévision. Et en plus de votre intérêt pour l'histoire sidérurgique de notre territoire, vous êtes également, Anne, l'auteur de plusieurs documentaires sur les luttes des femmes. Et vous avez dans votre démarche professionnelle, je trouve, une vraie approche féministe et humaniste. Et c'est aussi ce qui nous a intéressés pour cette table ronde, c'est d'entendre d'autres voix. Vous avez fait plusieurs films sur les femmes du textile, notamment il y en a un qu'on a vu hier soir et qui est toujours en replay sur le site de France 3, qui s'appelle Renaissance. Vous avez interrogé aussi sur 3 films, je crois, des femmes engagées dans la lutte des Gilets jaunes. 6, d'accord. Moi, j'en avais 3 en tête. Bon. Et ce qui m'intéressait, je vais vous poser la question qu'on a posée à Martine Storti et à Emanuela Todorova. Quel est l'événement qui a déclenché cette prise de conscience ? Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas eu d'événement déclic. Il y a quelque chose qui, comme lorsqu'on fait un jardin, se sédimente au fil des années. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier et de grandir dans ce métier au magazine Envoyé spécial que vous citiez. Et à cette époque, c'était le Envoyé spécial première version des 2 messieurs avant les 2 dames, qui sont aussi évidemment des copines. Mais voilà, j'ai fait partie de cette génération qui a vu et qui a été formée à un magazine où nous avions une très grande liberté d'explorer le monde. Moi, j'étais une petite fille, puis jeune fille, assez sage, bonne élève, assez sédentaire, pas très aventureuse. Ma mère ne m'a pas éveillée, mes parents ne m'ont pas éveillée aux questions féministes. Je dis ça parce que ma mère est de cette génération qui a connu ces années-là. Donc, j'ai pas grandi dans cette histoire-là. Je n'en étais pas malheureuse, il ne me manquait rien. Je me retrouve dans ce que vous disiez. Je n'avais pas conscience de choses, dans un premier temps, de choses qui étaient différentes. Ça allait bien à l'école, ça allait bien dans mes études. J'ai pu faire un métier que j'ai choisi et qui s'est révélé être une vocation, mais qui ne l'était pas au départ. J'y suis arrivée un peu par hasard. Et Envoyé spécial, pourquoi je fais ce petit détour ? C'est que j'ai eu la chance de parcourir le monde et que très vite, j'ai été absolument saisie, happée par des femmes que j'ai rencontrées en Irak, au Rwanda, sur des terrains de guerre ou d'après-guerre, et dont j'ai raconté les histoires. Comme on le fait quand on est grand reporter et on est sur un terrain chaud, comme on dit. Et puis, les années passant, je suis devenue mère. J'ai 2 filles qui ont 25 et 29 ans. Et c'est en fait leur parcours, leur histoire, ce qu'elles sont, qui m'ont éveillée à la question du droit des femmes. Mais très subtilement et très radicalement depuis quelques années, puisqu'en fait, depuis leurs 17-18 ans, mes filles ont verbalisé des choses qui étaient, sans que j'en ai tout à fait conscience, totalement en moi. Et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Alors, je me souviens évidemment d'avoir vécu dans le cadre du travail et dans la sphère privée des moments où j'étais pas très satisfaite, où je me sentais d'ailleurs moi-même pas trop à la hauteur parce que j'osais pas forcément répondre à des remarques qui pouvaient être faites ou des considérations de la part de messieurs et de mes supérieurs dans le travail. Et j'ai réfléchi beaucoup à toutes ces choses-là pour essayer de comprendre ce qui m'a amenée à, après, vraiment me consacrer depuis une petite dizaine d'années à faire des films quasi exclusivement, à l'exception des sidérurgistes de Florange, sur la parole des femmes et la place des femmes dans la société. Et en fait, j'ai réalisé que je suis entre vous, c'est intéressant ces 3 générations que vous avez composées ce soir, je suis de cette génération qui a pensé à, sans doute, qui avait une conscience et une très grande reconnaissance dans la génération précédente, qui avait ouvert cette voie que vous incarnez et dont vous parlez très très bien, et qui avait accès
au travail, à des métiers comme les hommes. Et je me souviens de m'être dit, voilà, on fait le même métier qu'eux et on est considéré de la même manière. Et puis avec le temps, on s'aperçoit que non. Et on était tellement contente déjà d'avoir accès aux grands reportages, à des postes de chef de service, puisque ça a été mon cas, assez jeune. J'ai pas vu venir les choses. Et je les ai vues venir avec la génération d'après, en parallèle de mon regard sur quoi je me suis spécialisée, qui est les questions sociales en documentant la société française. Puisqu'après avoir eu la chance de beaucoup voyager, eh bien, j'ai décidé de devenir grand reporter à ma porte en auscultant la société française, et c'est ça qui m'a absolument happée. Et en parallèle de cette documentation de la société française et de cette précarité grandissante qu'on a vue ces 15-20 dernières années, mes filles aussi ont grandi et se sont engagées de manière très active dans le féminisme. Et ces deux choses se sont reliées et j'ai suivi depuis le début, évidemment, le mouvement Nous Toutes, dont vous parliez. J'ai commencé un film et puis le Covid est arrivé. Donc on s'est interrompu et le mouvement aussi a changé de visage. Et j'étais à la marche, j'en termine par là, j'étais à la marche des Nous Toutes au mois de novembre. Et j'ai été frappée de voir à quel point la majorité il y avait évidemment des hommes évidemment qui étaient là, mais en tout cas les femmes qui étaient là étaient de très très jeunes filles. Et du coup, j'ai vu vraiment ces 3 dernières années, en tout cas dans ce mouvement de mobilisation très actif sur les réseaux sociaux et dans la rue, quand on a pu manifester, cette conscience féministe rajeunir et ces voix s'élever qui m'ont donné... le déclic, il est venu à ce moment-là, vraiment. Donc je suis femme et je suis féministe parce que je suis comme vous, avec ces mots imprimés en moi de cette liberté et de l'égalité. Mais j'allais dire pour chacun, mais pour les femmes en particulier, ça s'est éveillé à la fois et surtout au contact des femmes que j'ai rencontrées en documentant les questions sociales et à la fois en voyant mes filles s'épanouir et grandir et s'engager. Alors justement, tout à l'heure, quand je parlais de la lutte des femmes des Nouvelles Galeries de Thionville, je ne savais pas si vous connaissiez cette histoire. À l'époque, vous étiez trop jeune pour tenir une caméra, mais vous filmez des ouvrières, vous filmez des femmes du textile, des mères de famille, des femmes qui souvent se posent plus la question de la fin du mois, de l'éducation de leur môme que celle de leurs droits ou de leur propre émancipation. Est-ce que le mot féminisme veut dire quelque chose chez ces femmes-là? Quelles sont leurs revendications? Il y avait, je pense, un moment très fort dans le film Renaissance, hier notamment, de cette jeune femme qui crée une société dans le nord de la France et qui dit qu'elle fait ça aussi pour les femmes. Parce qu'elle est de cette génération, de Manuela, de mes filles. Des gens qui agissent. Elle a 29 ans. Elle est de cette génération qui est en conscience aiguë et en activisme. Alors c'est un mot qui souvent ne va pas rentrer dans le débat autour de ce mot, mais qui est en fait elle est dans l'action pour les femmes et au nom des femmes. Mais pour répondre à votre question, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, filmées et interviewées et qui m'ont accordé leur confiance depuis une dizaine d'années sur ces questions sociales, je crois que le féminisme n'est d'emblée pas un mot qui leur parle. Et ce qui, moi, m'émeut beaucoup et m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont elles s'éveillent à leur propre liberté en prenant la parole. Parce que je la donne, cette parole. Je ne suis pas seule, mais en l'occurrence, souvent, c'est une première fois. Et en parlant des 6 films que j'ai consacrés aux femmes dans les Gilets jaunes, c'était vraiment frappant. Et j'ai travaillé sur l'ensemble du territoire français auprès de femmes qui ne se connaissaient absolument pas, qui ne se connaissent toujours pas, et dont j'ai respiré exactement la même histoire et la même découverte d'elles-mêmes. Et
Et c'était vraiment frappant, c'est-à-dire que je me suis intéressée au mouvement des Gilets jaunes, pas énormément dans le démarrage, enfin, en tout cas, je m'y suis intéressée comme citoyenne, mais pas comme professionnelle, parce que j'ai été, comme sûrement beaucoup d'entre nous, très dérangée par la violence qui émanait de ce mouvement dès le début, et donc très perturbée sur ma manière à moi de pouvoir le documenter au travers de films. Et donc j'ai attendu de voir un peu comment ce mouvement évoluait, pendant que les chaînes info et les news étaient beaucoup sur ce mouvement samedi après samedi. Et puis j'ai vu début janvier, donc 3 mois après le début du mouvement, quelques petites manifestations sporadiques de femmes dans différentes petites villes de France, peu médiatisées. J'ai vu ça dans la presse locale que je lis avec attention. Et les femmes manifestaient le dimanche pour ne pas être manifestées le samedi d'abord, parce que beaucoup d'entre elles travaillaient le samedi, quand on travaille dans la grande distribution ou dans les boutiques, voilà, ou dans les fast-food, on travaille le samedi. Et par ailleurs, le dimanche, elles pouvaient faire garder leurs enfants par les hommes qui éventuellement avaient manifesté la veille, et aussi parce qu'elles ne surtout parce qu'elles ne voulaient pas se joindre, elles voulaient se démarquer des violences qui s'exprimaient depuis quelques semaines le samedi. Et donc, elles ont sorti des pancartes au nom de l'avenir de nos enfants, contre les violences et contre toutes les violences qui nous sont faites. Et ça a attiré mon attention. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 année à faire ces 6 films un peu partout en France pour une collection dans les différents France 3 des territoires. Et ce qui m'a frappée, c'est de voir à quel point elles se révélaient. Vous savez, quand on fait de la photographie à l'ancienne, j'ai envie de dire, il y a un révélateur. C'est-à-dire qu'on mettait les photos papier dans un révélateur et tout d'un coup, la photo apparaissait. Et ben, c'est exactement la même impression que j'ai eue parce que je viens avec ce que je suis, mon regard et cet objet neutre qu'est la caméra, elle se révèle à elle-même en prenant la parole. Et c'est ça qui me passionne. Et c'est ça qui aujourd'hui constitue mon engagement documentaire et féministe, d'aller à travers la parole que m'offrent ces femmes, leur permettre de se révéler à elles-mêmes tout autant que de se révéler au plus grand nombre qui les regardent au travers des films. Et ce sont elles qui m'ont... Finalement, c'est leur parole et leur découverte et leur résilience et cette conscience d'exister au monde qui constitue le socle de mon engagement aujourd'hui au travers de mon métier et dans ma vie quotidienne également. Merci Anne. Ce soir, on vous avait promis un état des lieux. C'est aussi pour ça qu'on a passé toute la journée dans des lycées de Thionville et alentours. Anne, Emanuela, est-ce que vous pourriez nous parler de votre ressenti sur la journée et surtout de cette nouvelle génération de féministes en devenir, on l'espère? Ou de sexistes en devenir. Oui, ça, ils étaient déjà déjà comprendre que... Ouais. Globalement, ça a été une journée très enrichissante. Je suis comme toujours agréablement surprise et très émue de voir la déconstruction de la nouvelle génération, l'engagement qu'ils ont. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a un garçon de 15 ans qui m'a donné une définition parfaite de hétéronormativité. À 15 ans, je ne savais même pas qu'est-ce que hétérosexuel ça voulait dire. Alors, hétéronormativité, ça m'a vraiment impressionnée. En même temps, dans la même classe, il y avait un camarade qui disait que la place des femmes est dans la cuisine et que c'est comme ça. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait c'est comme ça. Donc bon, en termes d'arguments, on reviendra. Mais voilà, il y avait 2 salles, 2 ambiances dans cette classe en particulier. La chose qui m'a un peu désolée, c'est que les seules personnes qui ont pris la parole, c'était les garçons. Les filles sont restées en retrait. Alors, les garçons qui ont parlé n'ont pas que dit du mal, bien au contraire, c'était des garçons qui essayaient de comprendre, des garçons qui étaient mal à l'aise avec certaines expressions, qui demandaient, ou alors des garçons qui disaient moi je sais ce que c'est le sexisme, et je sais ce que c'est être misogyne, et je ne suis pas comme ça, et je lutte contre ça, j'ai réagi déjà dans telle ou telle situation. Donc il y a vraiment eu beaucoup de positifs, mais j'ai été frappée par le silence des femmes. Alors que potentiellement, toutes les filles, les jeunes filles qui étaient dans ces classes, c'était des filles qui étaient d'accord
avec les garçons parce que je les voyais dire. Donc il y a encore du boulot alors. Oui, il y a encore du boulot. Mais au final, moi, dans mon combat, je ressens le besoin imminent d'inclure les hommes parce qu'on est une société et je ne pense pas qu'on peut construire une société égale et libérée sans les hommes. De toute façon, on ne peut pas choisir d'éliminer un sexe de la planète, donc il faut qu'on s'organise ensemble. Et le fait de voir aujourd'hui que ces jeunes garçons s'intéressent, écoutent des podcasts, lisent des livres, regardent des films, écoutent leurs copines. Il y a un garçon, je ne sais même pas si dans cette salle vous connaissez ça, il y a un garçon aussi de seconde qui connaît parfaitement l'endométriose. L'endométriose, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une maladie dont souffrent à peu près 80% des femmes, qui est méconnue, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, c'est très difficile Enfin, c'est pas que c'est très difficile à trouver, hein, c'est juste que les gynécologues n'ont pas été formés c'est quoi le mot que je cherche dépister, voilà, merci. À dépister l'endométriose. Et par exemple, une femme qui souffre beaucoup de ses règles, c'est pas normal. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit oui, bon, ça va, prends Doliprane, hein, c'est bon. Space-fond Doliprane bouillotte et tu t'y remets. Et le fait de voir des jeunes garçons comme ça qui connaissent, je lui en ai parlé après la classe, je lui ai dit mais comment ça se fait que tu connais ? Il m'a dit moi j'ai eu des copines et on en a parlé, je me suis intéressée, j'ai essayé de comprendre. Et c'est là, elle est là la clé. C'est pas de dire oui vous les hommes soyez des féministes, c'est que les hommes, ces jeunes garçons eux-mêmes s'intéressent, essayent de comprendre la colère des femmes, essayent de comprendre pourquoi les filles ont peur de rentrer seules le soir, parce que au final les hommes vivent dans une place privilégiée. Ils ne se rendent pas compte. L'exemple que j'utilise le plus souvent, c'est moi, quand je vais à une soirée, je vais réfléchir à comment je m'habille, je vais réfléchir à combien d'alcool je dois boire pour ne pas être trop bourré, je vais réfléchir, parce que si je suis bourré, forcément, je ne suis plus forcément 100% consciente de ce que je fais. Je vais réfléchir à comment je rentre. Est-ce que je rentre en métro ? Ouais, mais bon, cette ligne de métro, elle craint. Mais bon, si je prends un taxi, j'en ai pour 25 €. Ah, j'ai pas les moyens. Après, je vais réfléchir, est-ce que je prends une paire de baskets ? Parce que peut-être qu'il faut que je cours en rentrant. Parce que j'ai peur. Puis je vais me dire, du coup, je vais peut-être prendre un pantalon ou un manteau très long pour pas qu'on voit mes jambes parce que j'ai envie de mettre une jupe. Mais si je suis trop bourrée et que là où je suis, c'est l'appartement d'un garçon que je connais pas très bien, mais si je me sens pas de rentrer, est-ce que je peux dormir là-bas sans qu'il pense que je veux coucher avec lui ? Waouh ! Je suis même pas encore à ma soirée, je suis fatiguée. Mon mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il va passer 10 minutes devant le stand de bière à choisir quelle bière il prend. Et elle est là, la différence. Et je lui en veux pas. Parce que c'est comme ça que la société, elle nous a construits. C'est juste que... C'est quoi la question ? Aujourd'hui, c'était comment ? Ah oui, voilà. Tout ça pour dire qu'il faut éveiller les jeunes à ça. Et je pense que contrairement à l'image qu'on donne aux jeunes aujourd'hui, nous, on va développer un événement qui est déjà en cours. On ne part pas de zéro dans cette jeune génération et c'est hyper encourageant. Et je pense que pour finir, les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées dans le féminisme et qui sont activistes sur Internet ou dans la vraie vie grâce aux réseaux sociaux parce qu'on a un accès gratuit à une information, un puits d'informations immense et hyper enrichissant du combat féministe dans le monde entier. On peut suivre ce qui se passe tristement en ce moment en Afghanistan. Les universités, les écoles ont refermé pour les femmes. J'ai appris ce matin que les personnes transgenres sont bloquées à la frontière en Ukraine parce que, sous prétexte que le genre n'est pas défini politiquement, ils et elles ne peuvent pas quitter le territoire. Donc, et quand j'en parle, et les jeunes dans la classe qui me disent « Ouais, on sait ». Ah d'accord, je m'en vais alors, j'ai fait mon travail. Donc hyper encourageant en tout cas de voir ça. Et vous, Anne ? C'est très intéressant, nous n'étions pas au même endroit et nous n'étions pas dans les mêmes milieux sociaux. Nous, on était ce matin dans un lycée professionnel que je connais parce que, effectivement, comme vous le disiez, je suis en train de travailler sur un film sur la jeunesse de ce territoire de Lorraine. Alors, on était avec des garçons qui n'ont presque pas parlé. Les filles ont parlé, donc ça, c'est une bonne chose. Elles ont parlé pour dire très globalement que c'était horrible d'être une fille, hein, qu'on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait, qu'on ne pouvait pas, qu'on était insulté tout le temps, qu'on était affiché sur les réseaux sociaux
et qu'en gros, c'était vraiment horrible d'être une fille, quoi. Donc, ça ne m'a pas surprise parce que c'est effectivement des univers que je documente et que je connais, avec souvent des familles, effectivement, qui sont avec ou sans travail, mais en tout cas très préoccupées à savoir comment on va remplir le frigo demain ou peut-être ne pas subir de violence pour les mères dans ces familles-là, et que du coup, la question de l'intérêt qu'on porte à la sécurité de ses enfants ou à la liberté de ses filles ou à la construction de ses filles, eh ben, naturellement, ça ne vient pas tout de suite, et donc l'éveil aux questions féministes ne se fait pas spontanément. Et donc c'était à la fois frappant mais très enrichissant. On a demandé, elles étaient toutes assez intimidées de prendre la parole, pas parce qu'elles avaient peur de prendre la parole devant nous, mais parce qu'elles avaient peur de s'afficher, qui est un mot qui revient tout le temps, devant les autres. Et du coup, peut-être demain, après avoir pris la parole, ou même dès cet après-midi, puisqu'on était avec eux et elles ce matin, d'être insultées ou agressées. Donc on pèse ces mots quand on se parle et quand on pose des questions, parce qu'on sait que parfois la réponse qui peut venir sera à minima très embarrassée et peut-être plus gravement l'objet derrière d'un harcèlement ou d'une agression. Donc il faut être très très prudent et faire preuve d'une très grande pédagogie, d'une très grande bienveillance. Et elles ont beaucoup parlé, elles ont dit beaucoup de choses, et toujours les mêmes choses. Il y en avait une qui était en robe, mais une robe un petit peu longue. Toutes étaient en pantalon. Toutes disent qu'elles ne peuvent pas se mettre en jupe. Toutes disent qu'elles sont insultées. Enfin voilà, c'était assez frappant. Donc il y a 2-3 garçons qui ont pris la parole de manière qui ont un petit peu provoqué, mais qui aussi étaient pétris d'injonctions faites aux garçons aussi de représenter, voilà, comme ça, la mascu, comme on dit, la masculinité. Et donc, il y a un très, très gros travail de pédagogie et d'explication et de réconciliation à faire, je trouve, qui, moi, me passionne. Je trouve ça formidable de documenter ce que vit la jeunesse et ce que vivent les jeunesses, parce que ce ne sont pas les mêmes jeunesses, et qu'effectivement, savoir ce que c'est que l'endométriose, savoir ce que vivent les copines de classe, ou écouter des podcasts quand on est un garçon de 15, 16 ou 17 ans, on ne le fait pas du tout de la même manière selon le milieu dans lequel on grandit, et qui, encore une fois, tout ce que je dis ne porte strictement aucun jugement sur la manière dont les parents aiment ces enfants de ces classes où l'ordinaire est souvent tellement compliqué que ces questions de liberté, d'égalité et de place des femmes et des hommes est un petit peu accessoire. Mais c'était très passionnant et une très grande matière. Et je pense que ça leur donne aussi à réfléchir pour demain, vraiment, pas plus loin, mais demain, déjà. C'est étrange parce que on a parlé tout à l'heure. Enfin, j'ai écouté les quelques autres personnes qui sont allées avec vous. J'étais ce matin aussi à Rosa Parks. J'ai vu, entendu des réactions. On a l'impression, si on regarde les films, si on voit les artistes, si on voit la production éditoriale, que plein de choses ont été gagnées, plein de combats ont été gagnés. Les grandes figures féministes qui aujourd'hui sont mises en avant, et une réalité qui derrière... alors bien sûr, il y a un candidat par exemple aujourd'hui qui peut affirmer, un candidat présidentiel, son sexisme de manière très très forte et tout. Quel regard, Martine Storti, vous portez sur ça, sur tous ces combats qui restent finalement à mener? Et on a l'impression parfois, dans ce que vous racontez, dans quelques réactions d'hommes et de femmes, on a l'impression qu'on retourne en arrière. Bon, moi, je ne suis pas là. Encore une fois, je peux donner que des réponses subjectives. Tout ce qui est soulevé là vraiment renvoie à cet enjeu de la liberté. Parce que d'une certaine façon, l'égalité, par exemple,
si on prend les questions dans le travail, il y a encore évidemment beaucoup d'inégalités, beaucoup de discriminations. Et les 2 années là, du Covid ont montré à quel point à la fois des femmes étaient en première ligne, hein, comme on n'a pas cessé de le répéter, et en même temps, cette première ligne était précaire, sous-payée, licenciée facilement, etc. Et avec une féminisation, comme vous le savez, de certains emplois. Mais je pense que la question de l'égalité, finalement, est beaucoup plus facile à résoudre que la question de la liberté. Et tous les points qui ont été soulevés sont des points qui renvoient à ce qu'on a appelé le sexisme, c'est-à-dire quelle liberté des femmes par rapport à elles-mêmes, et par rapport au regard. Hein, vous avez beaucoup parlé de comment est-ce que je vais m'habiller, par rapport au regard que les autres peuvent porter, et en particulier les garçons, mais pas seulement, mais pas que. Parce qu'il y a aussi le regard que les autres filles ou les autres femmes peuvent porter sur eux. Moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout surprise, et en même temps, je le suis. Si on prend la question des violences, hein, qui sont à l'ordre du jour depuis plusieurs années grâce à MeToo, un mouvement MeToo qui est parti d'un endroit très précis, les États-Unis, et d'un milieu très précis, le milieu du cinéma, et qui, en quelques années, a gagné, s'est étendu géographiquement et socialement, puisque ça a gagné tous les milieux et tous les pays, vraiment quasiment tous les pays. Ce combat contre les violences, nous l'avons mené dans les années 70. En particulier, le combat contre le viol, qui a été un combat extrêmement... Après celui de l'avortement, ça a été le combat contre le viol, qui a été très difficile. Et c'est vrai que ma génération croyait que sur ce terrain-là, on avait marqué des points. Et en réalité, non. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il faut recommencer. Parce que cet enjeu du corps des femmes, du regard porté sur ce corps, de l'instrumentalisation, de la marchandisation du corps, des inégalités de traitement au regard du corps des femmes et du corps des hommes, c'est une question récurrente. Et moi, malheureusement, je dis, c'est un combat sans fin. Ça sera un combat sans fin. Mais donc ça m'attriste. Mais ce qui me réjouit, c'est que ce combat sans fin, il est sans fin mené. C'est-à-dire que ce que vous avez dit de générations différentes, vous-même et à travers vos filles, et vous, en étant en quelque sorte la génération de vos filles, ça veut dire que ça reprend à chaque fois. Moi, c'est ça que je trouve. Parce que, par exemple, j'ai pas mal de copines, des vieilles copines et des vieilles de mon âge, qui disent « Oh là là, quand même, les féministes, aujourd'hui, elles exagèrent. » Alors, je dis « Attendez, vous attendez, parce que c'est ce qu'on nous disait dans les années 70, quand on avait entre 20 et 30 ans. Alors, maintenant qu'elles ont entre 70 et 80, elles disent « Oh là là, elles exagèrent. » Et moi, je fais partie de celles qui ont fait une jonction avec... sans être forcément d'accord avec elle, d'ailleurs, aussi bien Caroline de Haas que Anne-Cécile Melfer que d'autres. Et j'ai beaucoup de désaccords avec elle, mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de sympathie et d'affection et d'amitié parce qu'elles ont repris ce combat. Et si elles l'ont repris, et si vous le menez, c'est parce qu'il doit être mené. Donc, évidemment, on ne peut être que triste et regretter qu'il faille toujours le mener, mais il est mené. Et donc, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et surtout, il est mené, encore une fois, par-delà les différences. Parce que j'étais très sensible à ce que vous dites, ce que vous avez dit sur le fait que les femmes, sur lesquelles vous faites des documentaires, au fond, quand elles disent quelque chose, elles le disent surtout et aussi pour elles-mêmes. D'abord. Mais le disant pour elles-mêmes, elles le disent aussi pour vous. Et d'une certaine façon, il y a ce pont qui se constitue. Moi, j'ai fait la même expérience. Par-delà, en effet, une différence de langue, de culture et de religion et d'histoire. Quand j'étais en Afghanistan, avec ces profs, ces institutrices et ces profs afghanes, je suis allée en Afghanistan tout de suite après le départ des talibans, donc à partir de 2002. Et vous savez que ces instituts, et malheureusement, là aussi, quel combat il faut continuer à mener et qu'elles mènent encore, sous les talibans d'il y a 25 ans et sous les talibans d'aujourd'hui,
les filles étaient interdites de scolarisation, que ce soit la scolarisation primaire et la scolarisation secondaire. Et vous savez que là, les filles devaient pouvoir retourner au collège et au lycée. Elles étaient toutes avec leur cartable devant les collèges et devant les lycées. Et au dernier moment, on leur a dit non, on ne pouvait pas rentrer. Et donc, ces institutrices qui avaient enseigné dans les caves, clandestinement, sous les talibans, aux élèves filles, moi, je les rencontre. Et c'était, par-delà, encore une fois, toutes nos différences, c'était juste quelqu'un qui avait été prof de philo et qui était, après avoir été journaliste, retourné à l'Éducation nationale. Et je parlais avec d'autres profs qui étaient des Afghanes. Et ce qu'on avait, cette nécessité de l'éducation des filles, que moi, française, parlant français dans une autre histoire, et elle, afghane, aussi dans une autre histoire, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité de dire nous avons mené, nous menons et nous mènerons le même combat. Et moi, je crois que c'est ça qui est très important aujourd'hui quand même. Ce qui se passe depuis quelques années, depuis en gros une dizaine d'années, c'est que ces mouvements féministes, le féminisme est mondial aujourd'hui. Encore une fois, par-delà les différences, mais il inclut les différences. Et cette mondialisation, pour employer ce terme économique, explique à la fois qu'il y ait tous ces mouvements et en même temps, hélas, qu'il y ait en effet un désir de régression et idéologiquement des offensives antiféministes et il faut le dire aussi masculinistes et même anti-femmes qui se prennent de l'ampleur à peu près dans tous les pays. C'est-à-dire que les deux sont contemporains. À la fois, il y a des combats extrêmement importants et à la fois, il y a non seulement des résistances, mais des contre-offensives extrêmement importantes aussi. Nous l'avons vu aux États-Unis sous la présidence de Trump. On le voit en France, la manière dont quelqu'un comme Éric Zemmour, ce qu'il écrit et ce qu'il dit, non seulement sur les féministes, mais sur les femmes en tant que telles, est quand même absolument dégueulasse, mais c'est surtout très impressionnant comme offensive anti-femme, comme une misogynie, et pas seulement une misogynie. L'idée que la France, l'identité française, se perd dès lors qu'il y a une féminisation de la société. C'est-à-dire il y a une articulation. L'antiféministe de Zemmour se décrit, se dessine au nom de l'identité française, ce qui est quand même extrêmement grave, et c'est un discours qu'on n'avait pas entendu depuis 1940, qui était en effet, pas oublier que le pétainisme était patriarcal du matin au soir et du soir au matin. Et donc, ces deux phénomènes, à la fois des offensives et des contre-offensives, expliquent qu'il y a un enjeu géopolitique aujourd'hui de l'émancipation des femmes. À la fois, ça montre que l'émancipation doit être un combat toujours à mener, et en même temps, ça montre aussi qu'il y a des enjeux de civilisation, en effet. On en parle beaucoup là à propos, hélas, de l'agression russe en Ukraine et de la guerre en Ukraine. Il y a un enjeu de civilisation extrêmement important. Et je crois que, de même que les petites femmes des galeries, comme elle disait, les petites femmes de galerie, c'était très intéressant, la grève mais elles ont perdu, hélas. Elles ont perdu. Enfin, elles ont fait une grève de 70 jours, je crois. Et tout ce que vous dites là, tout ce que vous dites sur la prise de conscience, sur l'affirmation de soi, sur l'idée que on n'est pas que des petites femmes des galeries, justement, c'est tout à fait le discours qu'elle tenait. Hein. Si on regarde les textes de l'époque, 1972, donc c'est quand même 50 ans, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. Donc encore une fois, il y a à la fois une répétition, mais en même temps on avance, parce que les droits qui ont été conquis, même si, comme je l'ai dit, l'incarnation des droits dans la réalité est loin d'être parfaite, n'empêche qu'on peut s'appuyer sur les droits. C'est-à-dire les droits formels, il ne faut pas cracher dessus sur les droits formels. Les droits formels sont des outils. Et dans les pays où il n'y a pas de droits formels, c'est le cas quand même à peu près de la moitié des pays du monde,
quand il n'y a pas l'égalité des droits, le combat est encore plus difficile. Alors quand il y a les droits, c'est quand même mieux. Mais ce n'est pas, c'est pas la fin du combat, quoi. Justement, Martine. Oh, pardon, je voulais juste ajouter une chose parce que j'ai peur d'oublier de vous le dire plus tard. Déjà, concernant Zemmour, on a aussi un ministre de l'Intérieur qui, répondant à une journaliste, s'autorise à lui dire « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer » à plusieurs reprises. Donc on n'est pas obligé d'aller même de penser aux extrêmes et à cet extrémiste populiste, que dans la classe politique masculine, il y a des remarques régulières qui passent comme ça ou qui font sourire certains, mais qui sont vraiment graves et qui ancrent la manière dont certains hommes se conduisent. Ce que je voulais ajouter, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur la question des progrès et des régressions, moi je crois profondément aujourd'hui que les violences faites aux femmes sont intimement liées à la violence sociale qui s'exerce et qui s'exerce très grandement depuis une dizaine d'années, et que finalement la question du patriarcat et de cette domination masculine qui s'exprime dans le fait que même si beaucoup de femmes ont accès à tous les métiers et tous les postes en théorie, et souvent en théorie aussi une égalité de salaire, le pouvoir économique, politique, il est quand même entre les mains des hommes, affirmé comme tel, revendiqué comme tel, et aussi avec ces contre-offensives dont on parlait. Et que je pense que les violences faites aux femmes, qui sont des violences sexuelles, mais aussi beaucoup sur la considération, sur la parole qu'elles ne s'autorisent pas à prendre parce qu'elles croulent sous le poids de ces violences sociales, c'est intimement lié. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et je me dis que les sentiments de régression qu'on a, ils sont aussi liés à cette période très difficile économiquement qu'on vit depuis 10-15 ans, très fortement, et qui font que la question des droits, de l'émancipation dans son couple, dans son entreprise, etc., passe peut-être après ce qu'il y a à vivre au quotidien et ce qu'il y a à affronter au quotidien. Il me semble que les deux sont très très liés, quoi. Violence faite aux femmes et violence sociale sont très liées. Si on est dans un pays, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec... Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce qu'il y a une articulation entre toutes les violences, c'est vrai, mais je pense que c'est hélas encore plus fort que ça, si vous voulez, parce que le viol, le viol, par exemple, il concerne, il est interclassiste, pour le dire comme ça, et interculturel. On sait malheureusement, pour prendre l'actualité là, qui évidemment que nous avons tous dans la tête, on sait très bien qu'aujourd'hui en Ukraine, il y a des femmes qui sont violées tous les jours. Voilà. Alors, c'est pas parce que les soldats en question sont russes, parce que nous avons des viols tous les jours en République démocratique du Congo par d'autres qui sont d'une autre culture, d'une autre religion, etc. On a des viols tous les jours en Inde, mais on a une dénonciation aussi tous les jours de ça. Alors que, prenons encore des exemples historiques, à Berlin en 1945, où les femmes allemandes ont été violées par tous les soldats de toute nationalité, je veux dire, pas par tous les soldats, parce que tous les soldats ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne sont pas des violeurs et tous les soldats n'étaient pas des violeurs. Je suis vraiment sur cette position. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Il y a des hommes qui sont des violeurs, et il y a des soldats qui sont des violeurs, et il y a des soldats qui sauvent les femmes. Bon. Mais des soldats qui ont violé à Berlin en 1945 étaient de nationalités différentes et de religions différentes et de cultures différentes. Et en 1945, personne ne dénonçait le viol des Allemandes, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, quand même, quand il y a des viols de guerre, c'est considéré comme des crimes de guerre, et il y aura forcément des procès, etc. On l'a vu avec les guerres dans l'ex-Yougoslavie, et l'épuration ethnique et toutes ces choses. C'est pour ça que, à la fois, en effet, c'est pour ça que je suis à la fois positive et négative, je suis à la fois pessimiste et optimiste, parce que
les choses, malheureusement, des trucs épouvantables continuent, mais en même temps aussi on combat contre, et en même temps il y a des lois, et en même temps il y a des textes, et en même temps, en effet, les gens peuvent... les criminels de guerre sont jugés aujourd'hui par des tribunaux internationaux. Ça arrive, et ça arrivera à Poutine s'il n'est pas assassiné avant ou s'il ne meurt pas avant de maladie, etc. De même que c'est arrivé à Milosevic et tout ce que... Donc, vous voyez, les choses sont... Alors, je crois que j'ai une formule que j'utilise souvent, mais qui vraiment me fait que je... C'est un chemin, quoi. Le féminisme doit s'emparer de la complexité. Donc, la tâche des féministes, c'est d'être dans la complexité, alors que nous sommes aujourd'hui envahis par des idéologies, par des intellectuels, par des idéologues et par des hommes et des femmes politiques, par des politiciens et des politiciennes qui nous abreuvent de simples... et des journalistes et des commentateurs et des blablateurs qu'on a dans les chaînes d'infos continues, qui nous abreuvent tous les jours, tous les soirs, tous les matins de simplicité. C'est blanc ou c'est noir. Ben non, c'est pas blanc ou noir, c'est plus compliqué que ça. Et je pense que le travail intellectuel, moi je parle là comme intellectuel et comme féministe intellectuel ou comme intellectuel féministe ou comme vieille bonne femme, tout ce que n'importe, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, c'est ça. Il faut que nous battions pour la complexité contre le simplisme, parce que le simplisme nous tue. Il nous tue avec tout le discours sur l'identité, tous ces courants identitaires, y compris au sein du féminisme d'ailleurs, qui nous menacent, qui nous écrasent, et le simplisme en termes économiques, et le simplisme en termes sociaux, et voilà. Alors, non, Martine Storti, c'est intéressant ce que... justement cette évocation de... Merci de me dire que c'est intéressant, non, mais... je suis contente. Cette évocation justement du temps long, parce que c'était une des questions dans les acquis, dans les choses qui peut-être ont fait avancer des choses, c'est la question de la parité. Parce que là, on est sur quelque chose qui est du temps long. Est-ce que ça fait vraiment avancer, bouger les lignes? La ligne dont ce matin là, qu'on faisait... à Rosa Parks et Manuela. Est-ce que ça fait vraiment bouger les lignes? Voilà, écoutez, moi, je vais être très... Bon, là-dessus, je suis à fond pour la parité, c'est-à-dire que, voilà, que des femmes soient partout, à égalité, candidates à tout ce que vous voulez, occupent les postes dans les conseils d'administration tant qu'elles le souhaitent, et tout ça, d'accord. Mais... parce qu'il n'y a aucune raison que parce qu'on est une femme, on ne puisse pas occuper tel poste, faire telle chose, etc. Mais maintenant, qu'on me dise que parce qu'il y a des femmes qui sont candidates à la présidence de la République, elles changent radicalement la manière de faire de la politique, alors en tous les cas, celles qui sont candidates, je dis non. Mais elles ont le droit d'être candidates. J'ai le droit de dire que je suis en désaccord. Vous voyez, Marine Le Pen, voilà. Alors, je ne vais pas voter pour quelqu'un parce qu'elle est une femme. Parce que je vais regarder quand même qu'est-ce que la bonne femme nous dit, pense, etc. Et finalement, il y a peut-être un homme qui va plus me plaire que... bon, malheureusement, enfin, l'extrême droite, de toute façon, homme ou femme, bon, voilà. Mais que des femmes soient partout, à part ça, mais je le dis, s'il y a une femme qui est PDG de Total, et que si elle est PDG de Total, elle ne veut pas quitter aujourd'hui la Russie, qu'elle soit... Il se trouve que c'est un homme qui est PDG de Total, ouf, mais enfin, ça aurait pu tout à fait être une femme, et peut-être qu'elle aurait eu la même position, ou peut-être pas. La plus grande banquière, bon, vous le savez, là, russe, est une femme, c'est elle qui gère. Alors, on nous raconte qu'elle a essayé de démissionner et que Poutine lui a interdit de démissionner. Bon, ben, alors elle n'a pas démissionné. Moi, c'est une femme, mais je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec elle, si vous voulez. Mais elle, voilà. Donc. Il faut se méfier des affichages, en fait. Il y a un discours d'un certain, après j'arrête, d'un certain féministe anticapitaliste qui dit si les femmes sont dans les conseils d'administration, ça ne change rien. Je dis oui, ça change,
parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas dans des conseils d'administration d'une grande banque ou d'une grande entreprise. Mais après, si moi je me bats contre la grande banque et la grande entreprise, le fait qu'il y ait une femme à la tête, ben, je me battrai quand même, si vous voulez. Et si peut-être que je vais être d'accord avec la grande entreprise, après tout, j'en sais rien. Mais en tous les cas, le critère, là, mais la parité a été un outil, si vous voulez. La parité a été un outil pour rendre visible la ségrégation, la discrimination. Parce qu'on le sait, à partir d'un certain niveau de hiérarchie, on dit « Ah ben non, pas une femme, parce que soit elle va être enceinte, soit elle a des enfants, soit je ne sais pas quoi », mais il y a toujours une bonne raison pour dire, et même d'ailleurs, quand elle atteint le même niveau hiérarchique, elle ne va pas avoir le même salaire. On le sait. Les grandes joueuses de tennis n'ont pas du tout le même salaire que les grands joueurs de tennis. C'est pareil dans tout le sport professionnel. On sait, et en plus, elles se font harceler et elles sont victimes de violences sexuelles. Alors, bon, elles sont sous-payées. Bon. Mais donc c'est un outil, ça a été un outil pour rendre visible l'inégalité d'une certaine façon. Et après, à chacun et à chacune son chemin. Je veux dire, une femme n'a pas toujours raison et un homme n'a pas toujours tort. Enfin... Et Manuela, Martine Storti l'évoquait tout à l'heure, elle écrit dans son dernier livre, l'égalité dans les droits, l'égalité juridique ne veut pas dire l'égalité dans les faits et la liberté. Est-ce que vous avez constaté un quelconque changement depuis la pénalisation du harcèlement de rue ? Non. Ok, affaire réglée. Non, on en a parlé justement ce matin avec les élèves. Donc il y a cette loi qui est sortie en 2018, la loi contre l'outrage sexiste, qui pénalise les harceleurs de rue seulement si y a les forces de l'ordre dans la rue. Donc bon, comme 99,9% du temps, ça arrive sans qu'il y ait un policier ou une policière dans la rue, c'est assez compliqué. Donc il y a eu genre 3000 verbalisations depuis 2018. J'ai eu autant de PV, enfin c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas n'importe quoi. Il faut engager ce genre de choses. C'est juste que la manière dont c'est fait, elle n'est pas encore aboutie. Quand il y a une victime qui va venir parler qui va venir témoigner d'un harcèlement de rue, il faut qu'il y ait systématiquement un visionnage des caméras. Mais vu le nombre de personnes harcelées chaque jour, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer leur journée à regarder des caméras. Mais si c'est la solution pour éradiquer le harcèlement de rue, alors il faut créer ces métiers. Parce qu'au final, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être libre. Et si ça doit passer par ça, alors il faudra que ça passe par ça. Parce que dans mon entourage, je pense que toutes les femmes et tous les hommes ici connaissent dans leur entourage des gens qui, dans les 2 dernières semaines, ont été victimes de harcèlement d'une manière ou d'une autre, ou dans l'espace public ou dans les transports en commun. Il n'y a pas forcément de témoins. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on en parle à nos proches. Je rentre, j'en parle à mes proches, j'appelle une copine, je raconte, on va en parler ce soir, on va en parler dans les classes, mais je ne pense même pas à aller voir la police. Et même si l'agresseur en question m'a touchée, même s'il m'a mis comme une main baladeuse, hashtag une agression sexuelle, même si ça arrive, je suis à vélo, il y a quelqu'un qui met une main au cul, je sais pertinemment qu'on va remettre ma parole en doute. Pour celles et ceux qui ont suivi le hashtag double peine sur les réseaux sociaux ces derniers mois, il s'agit de personnes qui sont allées porter plainte. Et quand elles sont allées porter plainte, la police a remis en cause leur témoignage. Voilà. Oui, mais vous étiez habillée comment ? Oui, il était quelle heure ? Mais vous êtes toute seule à 2h du matin, ça va pas, non ? Ah, vous aviez bu ? Ah ! Non, et ça c'est un gros problème et il y a eu énormément de témoignages en ce sens, ce qui prouve que finalement c'est bien de mettre une loi, il y a quelques personnes qui ont été verbalisées, peut-être que ça leur aura servi de leçon, mais 3000 verbalisations sur des milliers d'actes quotidiennement, malheureusement aujourd'hui le chiffre il n'est pas assez, je veux dire que les résultats sont pas là, quoi. Et du coup, une question pour toutes les trois en réaction. Qu'est-ce qui manque selon vous ? Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on arrive enfin à cette égalité entre le juridique et la liberté dans les faits ? Il faut mettre le paquet sur la jeunesse. Il faut mettre le paquet sur la jeunesse. Il faut faire de la pédagogie.
La prévention. C'est-à-dire que les mecs, on va dire, de nos âges, on va s'en occuper. Non, mais les salopards de notre âge, on peut s'en occuper. On est armés psychologiquement et on est informés et on soutient nos camarades des 3 générations qui ne sont pas assez informés. On va y aller. Mais moi, ceux auxquels je pense, celles et ceux auxquels je pense, c'est ceux que j'ai vus ce matin, celles et ceux que j'ai vus ce matin, celles et ceux que tu connais, que tu vois, et qui sont le monde de demain. Donc, le travail, il est à faire dans nos familles pour être à l'écoute de nos filles et de nos garçons, à leur écoute et aussi pour les éveiller à... Enfin voilà, c'est les parents qui font les enfants. Donc, les deux. Les deux parents. Les deux font la même éducation sur... Voilà, donc éduquons les garçons, éduquons les filles, et puis poussons à ce que l'éducation nationale s'empare de ce sujet majeur. Je veux dire, on nous a appris, ou d'ailleurs même pas vraiment, comment on faisait les bébés en classe de, je sais plus comment on appelait ça, biologie ou SVT. Voilà, SVT. Bon. Ça s'appelle SVT. Mais, enfin voilà, la question des droits humains et dans ces droits humains, des droits des filles et des droits des garçons et du combat contre les stéréotypes, parce que c'est ça. Les petits garçons ou les jeunes adolescents, arrêtons de leur laisser penser qu'il faut montrer les biscottos, qu'il faut... voilà, et arrêtons de faire les gros mascus. Donc vraiment, c'est dans les familles et à l'école... C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, je pense. Oui, mais justement, alors là, vous avez tout à fait raison, sauf quand même, il faut se souvenir ce qui s'est passé là, relativement récemment. Hein. Quand elle était d'abord ministre des droits d'égalité femmes-hommes et des droits des femmes, je ne sais plus, elle est passée ministre de l'Éducation nationale, quand il y a eu la tentative de faire les ABCD de l'égalité à l'école. Hein, ça remonte à 7-8 ans, une dizaine d'années. Il y a eu une telle offensive, les ABCD, c'était quelque chose d'une banalité. Oui, ça s'appelait les ABCD d'égalité. C'était en effet, la lutte contre les stéréotypes et montrer, on va faire le même discours que quand un petit garçon pleure, c'est pas pour ça qu'il n'est pas un garçon et que une fille peut en effet jouer au football. Bon, et un garçon et la poupée et la fille, je sais pas quoi. Et ça a été une levée de bouclier de qui? Des gens comme Alain Finkielkraut, Michel Onfray, toute cette galaxie d'intellectuels qui a expliqué qu'avec les ABCD de l'égalité, on voulait en finir avec la différence des sexes, que c'était vraiment un bouleversement anthropologique, comme dit Emmanuel Todd dans son bouquin que je suis en train de lire, parce qu'on m'a demandé un article dessus, et c'est encore pire que ce que je pensais à travers les interviews qu'il avait données à la télé ou dans les journaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Benoît Hamon, qui était ministre de l'Éducation, a remis, il faut quand même nommer les gens, a remis les ABCD dans le tiroir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une alliance, à ce moment-là, il y a eu une alliance entre les intégristes catholiques et les intégristes musulmans. C'est-à-dire que les deux religions du livre se sont unies, souvenez-vous, pour dire les ABCD de l'égalité, c'est absolument épouvantable. Et quand même, des gens comme Onfray ou Finkielkraut auraient pu un peu se méfier de ces discours. Eh bien, pas du tout. Ils ont suivi le chemin, ils ont dit c'est épouvantable. Donc, première remarque. Donc, vous voyez que les résistances, les contre-offensives dont je parlais sont quand même assez importantes. Mais au-delà, vous parlez d'éducation, et vous avez tout à fait raison, je veux dire, dans les familles, mais je ne peux pas m'empêcher de constater qu'encore aujourd'hui, en effet, au fond, on apprend aux garçons, pas à tous, mais quand même globalement l'idéologie dominante, on apprend aux garçons à céder à leurs désirs et aux femmes à céder sur leurs désirs. C'est-à-dire que, en effet, les femmes doivent se retenir, doivent faire attention, doivent pas faire comme ci, doivent pas faire comme ça, et que, en gros, quand même, encore aujourd'hui, la liberté, alors
sexuelle et de vie dans l'éducation des garçons, pas évidemment dans toutes les familles, mais quand même dans une grande majorité des familles, parce que c'est encore l'idéologie dominante, elle repose là-dessus. Céder à ses désirs ou céder sur ses désirs. Alors évidemment, le féministe ne peut pas être céder à tous ses désirs. Vous savez, il y avait cette formule en mai, moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, mai 68, mais j'ai pas été en accord avec tout. Par exemple, ce slogan de mai 68, jouir sans entrave, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Jouir sans entrave, comme si, parce qu'à ce moment-là, un violeur peut vous dire, eh ben voilà, ma jouissance, c'est... Donc, il n'est pas question de céder à tous ses désirs et de jouir sans entrave. Mais il est question quand même de conquérir des espaces, en effet, de liberté. C'est ça, vous employez la cause des femmes. Ce sont des espaces de liberté. Et encore une fois, je me répète, je radote, cette liberté est entièrement articulée à la maîtrise de son propre corps et à la disposition de son propre corps. On a encore 12 000 questions à poser, au moins. On pourrait faire 5 débats encore, voire plus. Mais ce qu'on aime aussi, et c'est important, c'est de laisser la parole, du temps aux questions du public. Donc on va prendre un peu le temps. Je suppose qu'il y a dans le public des femmes et des hommes qui ont des questions, peut-être des interventions à faire. Et ben, le premier, c'est un homme qui demande. Voilà. Vous avez... je voulais vous faire réagir. J'ai lu ce matin, je crois que c'est dans Marianne, qu'une agence matrimoniale française vend, je dis ça comme ça, les Ukrainiennes en affiche. Voilà. Il y a plein d'Ukrainiennes, venez nous rejoindre, on va vous les donner, on va vous les vendre. Comment vous voyez ça? Et, voilà, moi je suis effaré. À la frontière. Ça fait des années, vous y êtes sans doute sensible et on y est évidemment sensible en vous écoutant parce qu'on vit et elles vivent les Ukrainiens vivent ce qu'ils vivent en ce moment. Mais malheureusement, ces agences matrimoniales et les Ukrainiennes qu'on fait venir, ça fait, je sais pas, plusieurs décennies. Non, mais c'est même pire que ça, puisqu'on sait maintenant qu'à la frontière polonaise, enfin, à la frontière de l'Ukraine, que ce soit frontière polonaise, frontière avec la Moldavie, etc., il y a des proxénètes qui sont en train de dire montez nous avons 4 places dans la voiture, nous allons vous emmener dans tel ou tel pays et ça sera formidable pour vous. Et là, voilà, et pareil pour les enfants aussi. Et donc, cette marchandisation, ce trafic, en effet, et on le voit avec les enfants d'Afghanistan. Je veux dire, bon. Dans toutes les guerres, le corps des femmes... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir sa Kalachnikov. Dans toutes les guerres, le corps des femmes est une arme, d'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez ce qui se passe et ce que fait le docteur Mukwege, incroyablement, qui répare les femmes qui sont vraiment des... Enfin, je veux dire, elles sont l'objet de la guerre, une des armes de la guerre, de manière très... Parce que le corps des femmes est un lieu d'échange. Exactement. C'est ça le truc. La marchandisation, c'est ça. Alors, levez vos mains s'il y a des questions. Là-bas, ici. Madame. Bonsoir. J'avais une question. Il y a des gros débats en ce moment sur les réseaux, notamment par rapport à l'inclusion des personnes trans et l'invisibilisation des femmes qui sont devenues des personnes à vulve. Je voulais connaître votre avis en fait sur tout ça. J'ai pas. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Pardon. En fait, il y a 2 clans féministes qui semblent s'opposer, entre les femmes qui veulent inclure les personnes trans et les autres qui estiment que c'est encore une façon d'invisibiliser les femmes, puisqu'on les dénomme maintenant plus comme des femmes dans certains endroits, mais comme des personnes à vulve. Et nous toutes,
aussi dans la comptabilisation des féminicides a soulevé ce débat justement. Quand vous parlez inclure dans le combat féministe, vous voulez dire, quand vous parliez des personnes trans, les inclure dans le combat féministe, c'était ça? Je ne sais pas. En fait, c'est l'opposition de deux clans en fait, qui est très 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 virulent sur les réseaux en ce moment. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une personne entame une transformation parce qu'elle ne se sent pas homme dans son corps et elle se sent femme, alors cette femme, biologiquement non, mais on s'en fout, cette femme partage les mêmes valeurs que toutes les autres femmes qui se battent. C'est une personne sexisée, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc avoir des seins et une vulve en plus, c'est ce qu'elle cherche physiquement. Mais pour moi, invisibiliser et supprimer les femmes transgenres des combats féministes, c'est une erreur. Et une des grosses problématiques dans le féminisme, notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des clans. Et moi, il y a des féministes que je ne peux pas me voir parce qu'elles sont transphobes, parce qu'elles elles ont des comportements qui sont vraiment très très graves. À ce moment-là, pourquoi on parle de sororité ? Vraiment, en fait, au final, ce qu'il y a juste à retenir, c'est qu'une personne née, assignée homme à sa naissance, qui, au plus profond de soi-même, se sent femme, même si cette personne a toujours un pénis entre les jambes, mais qu'elle est en train d'entamer le processus et que dans sa tête, cette personne est une femme, je ne comprends pas pourquoi il faudrait l'exclure des combats. Pour moi, ça n'a aucun sens. Bonsoir. Donc là, si j'ai bien compris, la liberté des femmes passe par la place de chacun, une place égale entre hommes et femmes. Mais ces hommes et femmes ont les mêmes parents, ont les mêmes éducateurs. Donc le problème, il vient d'où de ce travers? Est-ce qu'il vient de l'éducation familiale, de la cellule familiale, de la cellule scolaire, des médias, de l'économie, de la législation? Enfin, à votre avis, votre position, quel est le point principal sur lequel il faudrait agir, le levier? Je sais bien qu'il faudrait agir sur tous les leviers, mais quel est le levier principal qui crée cette divergence, on va dire? Moi, je dirais que c'est un peu comme une salade mixte, en fait. Il y a un petit peu tout. On a tendance souvent à dire c'est la faute des parents, ils n'ont pas bien éduqué l'enfant. Je trouve que c'est très facile de se décharger sur les parents. C'est très facile de dire qu'ils n'ont pas donné les valeurs qu'il fallait à l'enfant. On va aussi mettre facilement la faute sur les profs, sur l'école, sur l'éducation nationale. Il faut d'abord un travail d'équipe. Il faut que les parents soient déconstruits et s'intéressent à ces questions-là. Et ça prend du temps. Je vois que mes parents commencent à peine à s'y intéresser. Et ils sont d'accord avec tout ce que je dis, mais ils ne se sont pas posé les questions avant. Ils vivaient dans leur cocon. Aujourd'hui, si demain j'ai des enfants, je pense que l'éducation que mes parents donneront à mes enfants, elle sera différente. Il y a une très très grosse part qui est jouée par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais intervenir, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voulais dire que quand tu parlais du fait que les violences globales, les violences sociales impactent les femmes, en fait, les femmes, elles sont victimes d'une violence multinationale à grande échelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour vous donner un exemple, Dior a fabriqué un t-shirt « We should all be feminists », vendu $630. Donc, quelle féministe achète ce t-shirt? Alors que c'est censé être quelque chose d'universaliste et acquis. Et ces t-shirts sont fabriqués par des femmes à l'autre bout du monde qui sont payées 1 cent par t-shirt. Donc, on porte aujourd'hui, probablement la moitié de la salle porte des vêtements fabriqués par des femmes sous-payées. Mais peut-être que ces personnes-là se sentent aussi féministes. On est dans une société qui est complètement paradoxale. Donc je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un facteur qui déroute les jeunes dans leur éducation, parce qu'il y a l'éducation personnelle, il y a aussi ce qu'on va se dire dans la cour de récréation, il y a aussi ce que nos cœurs vont vivre, les déceptions amoureuses qui vont créer différentes sensations. Il y a aussi la pornographie, il faut en parler. Les garçons, l'âge moyen du premier film porno chez les garçons aujourd'hui, c'est 9 ans. Ça veut dire qu'à 9 ans, à partir de 9 ans, donc si l'âge moyen, ça veut dire que ça peut être avant 9 ans, je vous laisse imaginer, jusqu'à 15-16 ans, premier rapport sexuel, le garçon il va se dire qu'une femme, au lit, c'est une femme imberbe avec un vagin d'enfant.
avec des gros seins, une peau parfaite, très bien maquillée, qui est complètement dominée et à qui on tire les cheveux. Si personne ne lui explique ça à l'école ou dans la famille, j'ai vraiment grossi le film pornographique, et en fait c'est plein de petites choses. C'est quand les garçons vont observer, par exemple, les garçons ou les filles d'ailleurs, des comportements de domination dans l'espace public. Quand ils vont voir que les femmes se poussent pour laisser la place à des garçons, etc. etc. En fait, c'est plein de petites choses qu'on a complètement invisibilisées, qui font qu'on va construire des raccourcis dans le cerveau des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tous adultes ici, nous tous, nous toutes, c'est difficile de nous déconstruire, parce qu'il y a tellement de choses à revoir. Alors que les jeunes, justement, quand tu disais qu'il faut mettre le paquet sur les jeunes, on peut encore. J'aime pas utiliser le mot les modeler, mais les accompagner vers une pensée différente, pour leur dire ouais, c'est comme ça que tu as vu les choses, mais sache que tu peux aussi voir les choses comme ça. Et si tu vois les choses comme ça sera beaucoup plus simple. Mais ça va demander 3 à 4 générations. Malheureusement, on ne le verra pas. Moi, je te rejoins dans le multifactoriel, effectivement, que c'est chacun à sa place qu'il occupe auprès des plus jeunes. Et je crois assez à l'exemplarité, c'est-à-dire que la manière dont on se comporte dans notre cercle familial, avec nos amis filles, avec nos amis garçons, les mots qu'on utilise. Je vous parlais tout à l'heure de mes filles. Moi, depuis quelques années, sur des choses qui me paraissaient très banales, elles me reprennent parfois sur un mot. Et pas pour m'accuser, pas pour être désagréable, on me dit attention à ce mot-là. Et alors je réfléchis. Alors on ne peut pas passer sa journée à réfléchir à tous les mots qu'on utilise, mais il y a quand même une idée de cet ordre-là, que les stéréotypes de langage, les stéréotypes de relations, les choses qu'on fait spontanément parce qu'on se dit que ça va plus vite. Allez hop, on va ranger la cuisine, on va faire la vaisselle vite parce que ça va aller plus vite pendant que notre homme ou le père de nos enfants est en train de faire autre chose. Donc il ne s'agit pas de dire je te rappelle qu'il faut faire la lessive, mais soi-même, c'est repenser aussi l'exemplarité dans nos relations amoureuses, conjugales, familiales, dans les relations de travail et dans la manière dont on s'adresse à nos enfants et essayer de faire effectivement des éducateurs de l'éducation nationale des alliés et les encourager à ça et pas être... moi, je partage ce que tu disais tout à l'heure, de certainement pas dresser les filles contre les garçons. Et je me souviens d'une... Vous savez, on dit souvent qu'au passage des 40 ans, il y a comme ça... Enfin, c'est pas qu'on le dit, c'est qu'on le vit. Au passage des 40 ans, il y a souvent des séparations, des recompositions, une première vie... qui change de chemin, et les enfants qui sont témoins de tout ça. Et je me souviens, autour des 40 ans, d'avoir entendu pas mal de mes copines dire « Ah mais non, mais moi je me fais plus du tout avoir, non mais c'est fini quoi, le salopard, non mais les mecs ». Et moi je me souviens de m'être dit « Mais bien sûr que c'est super important, comme tu le disais tout à l'heure, d'être amoureux, de ne pas avoir l'idée que les hommes sont forcément des agresseurs, etc. » Donc il faut combattre aussi cette idée selon laquelle les événements de la vie et les épreuves de la vie dressent les femmes contre les hommes, dressent les petites filles contre les garçons. Et du coup, l'exemplarité dans nos relations, moi, j'y crois beaucoup. Alors, c'est un discours assez angélique, ce que je suis en train de dire, mais qui va dans ma vie et dans mon esprit avec un discours très combatif. Les deux ne s'opposent pas. Mais je pense qu'effectivement, pour répondre à votre question, soi-même se dire comment je parle, quel exemple je montre et comment j'essaye dans le quotidien d'inverser les choses et d'alerter et de combattre et de ne pas subir ce que la violence sociale ou les injonctions d'une société où le pouvoir est essentiellement détenu par des hommes. Et quand un homme politique ou une femme politique dit des choses qui nous choquent, dire aux plus jeunes que ça nous choque et pourquoi ça nous choque, expliquer, je crois. Puis-je vous interrompre, Anne ? On va encore prendre quelques questions, 3 questions. Bonsoir, et merci d'être là. Moi, je voulais vous poser une question. Il y a quelques mois, peut-être même 1 ou 2 ans, j'ai été choqué par une dame qui se disait féministe et qui était dans ses propos assez virulentes contre les hommes, allant jusqu'à dire qu'il ne fallait pas lire des littératures hommes, pas aller voir des films faits par des hommes. Elle était passée à la télé. Si je ne me trompe pas, elle est élue au Conseil de Paris dans l'opposition. Je ne me souviens plus de son nom. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnes qui mènent un combat aussi contre vous, quelque part ?
Je répète la question pour... en fait, monsieur évoque Alice Coffin. Et c'est vrai je crois que vous l'avez évoqué aussi, ce discours de dire « je hais les hommes », ça existe, il y a des livres sur le sujet, la misandrie existe. Voilà. Est-ce que c'est aussi un combat contre le féministe, finalement ? Oui, non, mais moi, je vais écouter une anecdote personnelle. Quand j'ai publié, quand mon bouquin qui devait sortir en avril à cause du Covid est sorti en octobre, donc il devait sortir en avril 2020, il est sorti en octobre 2020, et juste avant était sorti le livre d'Alice Coffin. Et à chaque fois que j'ai été interviewée, que ce soit par ce très gentil Patrick Cohen, que j'aime beaucoup, et plein d'autres. Et à chaque fois, il fallait que je dise qu'est-ce que je pense de ce qu'a dit Alice Coffin. Alors à la fin, j'en avais marre, parce que je ne vois pas pourquoi je devais toujours avoir une position sur ce que disait Alice Coffin. Mais enfin, en effet, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Alice Coffin, mais là on voit le changement en 40 ou 50 ans au plan médiatique. Ce qu'elle dit, des féministes dans les années 70 le disaient. Le mouvement de libération des femmes était extrêmement diversifié. D'ailleurs, ça n'a jamais été un organisme en tant que tel, ni une association. Était du MLF qui voulait être du MLF. Donc, il y avait des positions tout à fait divergentes au sein de ce dit mouvement de libération des femmes. Et en effet, certaines, à l'époque, mais c'était vrai aussi au XIXe siècle, étaient dans le séparatisme, disaient il faut se séparer complètement des hommes parce que, en effet, c'est eux qui nous dominent, sont des oppresseurs, et on ne voit pas pourquoi on irait, pardon de la vulgarité de mon propos, baiser avec nos oppresseurs. Donc, même si on est hétérosexuel, tant pis, on se sépare. Et il y a donc eu un lesbianisme politique, en quelque sorte, de dire il ne faut plus avoir de relations sexuelles avec les hommes. Mais bon, parce qu'il y a quand même... Et d'autres disaient non, quand même. Certaines même allaient jusqu'à dire oh là là, je veux pas de garçons, je veux pas de petits garçons, je veux pas de fils. Donc ces positions relativement caricaturales ont toujours existé. Simplement, ça restait à l'intérieur d'une niche parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc le café du commerce féministe, si j'ose dire, comme n'importe quel café du commerce, restait dans la périphérie du café du commerce. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, le café du commerce est devenu mondial. C'est-à-dire que ce qui était avant un propos tenu devant 10 personnes est tenu devant des millions, parce qu'il suffit de le mettre dans un tweet ou sur Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi. Bon, Alice Coffin a tout à fait le droit de penser ce qu'elle pense, et on peut être féministe et être en total désaccord avec Alice Coffin, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que le féminisme, ça n'est pas le comité central qui décide de ce qu'on a le droit de penser, de ce qu'on a le devoir de penser et de dire. C'est pas un parti totalitaire. Enfin, en tous les cas, c'est pas la conception que j'ai du féminisme. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le mot féminisme recouvre à la fois tout ce qu'on vient de dire, mais aussi des positions tout à fait divergentes. C'est-à-dire que est qualifié de féministe aujourd'hui, prenons quelques exemples, être contre la prostitution, c'est féministe, et être pour la prostitution, c'est féministe. Être contre la GPA, c'est féministe, et être pour la GPA éthique, baptisée, c'est féministe. Être pour le délit, en effet, de harcèlement de rue, c'est féministe, mais des féministes ont aussi considéré que l'ériger en délit, c'était raciste, et donc, parce que ça aurait visé uniquement les immigrés, les maghrébins, etc. Et donc, c'est féministe d'être contre le délit de harcèlement de rue, et je pourrais multiplier les exemples. C'est comme ça. À partir du moment où, en effet, les mots peuvent recouvrir autant de positions divergentes, à chacun et à chacune d'essayer d'y voir un peu clair. Moi, si j'ai écrit ce bouquin pour un féminisme universel, c'est précisément pour essayer, non pas de recadrer au sens de dire voilà ce qu'est la vérité, voilà ce qu'est la ligne juste, mais essayer quand même d'y voir un petit peu clair par rapport à ces mots
qui parfois veulent dire des choses absolument contradictoires. Et surtout, pour essayer de combattre, je l'avoue, c'est un combat, certaines formes de réécriture de l'histoire. Et en particulier des luttes du passé par rapport à ce qui s'appelle aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs. Prenons par exemple le débat qui est quand même qui a été assez diffusé sur la question de l'intersectionnalité et le mot intersectionnalité. Ben voilà, en effet, l'intersectionnalité, le fait qu'il y ait plusieurs combats à mener en même temps est une évidence. Par exemple, une femme qui est pauvre, noire et lesbienne et homosexuelle subit des discriminations et des injustices beaucoup plus importantes qu'une femme qui est blanche, hétérosexuelle et riche. C'est évident. Donc les combats qui s'additionnent, oui. L'instrumentalisation de l'intersectionnalité pour faire passer un combat, par exemple, antiraciste, comme plus important que le combat féministe, à partir de là, on peut avoir des réserves, si vous voulez. Et ne pas être dupe de l'utilisation médiatique et politique qui est faite de ces divergences, absolument. de ces différences. Absolument. Si vous regardez bien le travail que mènent certaines chaînes info sur ces questions-là, alors vous trouverez la réponse à votre question. On prend une dernière question. Allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure de... Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de liberté et d'égalité. Le mot égalité, c'est un mot qui me pose un petit problème parce que l'égalité en mathématiques, c'est 1 égale 1 ou 2 égale 2. C'est gommer les différences. Et en tant que femme, personnellement, j'ai pas envie de gommer mes différences. Et souvent, quand je dis aux hommes autour de moi, dans mon travail, qui ne me tiennent pas la porte ou des choses comme ça, on me dit « oui, tu as voulu l'égalité, et ben, tu l'auras ». Donc, je voulais votre avis sur un autre terme qui est le mot qu'on utilise notamment dans le handicap, le mot « équité ». C'est ça qu'on veut. Je partage. Plus 2. Non, mais clairement, équité, c'est ce qui va permettre de réajuster les choses. Il y a cette image où on voit 3 enfants qui regardent au-dessus d'un grillage ou d'un muret. Et il y a 3 personnages, je crois, qui ne sont pas identifiés de genre. Et ils regardent par un muret. Donc il y en a un qui est grand et qui voit bien. Il y en a un qui se met sur la pointe des pieds et qui voit un peu. Et il y en a un petit qui voit rien. Et l'égalité, ça serait au final de casser le mur pour que tout le monde voit. Sauf qu'en fait, la plus petite personne, elle monte sur des palettes et finalement, elle voit. La personne du milieu, elle monte sur 2 palettes et elle voit très bien aussi. Et c'est ça l'équité, en fait. Et aujourd'hui, l'égalité parfaite, elle est impossible. Déjà, biologiquement, on est différents, donc on ne peut pas être identique. On vit des choses différentes, comme la grossesse. On ne pourra jamais être égaux sur la grossesse et sur ce que ça impacte dans nos vies, sur un avortement, sur plein de choses. On ne pourra jamais être égaux sur ça. Par contre, on peut effectivement travailler sur l'équité dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'on utilise souvent le mot égalité, mais plus justement, on devrait utiliser plus le mot équité, qui est plus approprié au combat. Mais, enfin, personnellement, peut-être je me suis mal fait comprendre. Je ne crois pas que j'ai dit gommer les différences. C'est le contraire. C'est inclure les différences. C'est-à-dire l'égalité, c'est précisément... Parce que c'est précisément que la différence ne soit pas la cause de l'inégalité. Ça a été toujours ça. L'argument de la différence des sexes, c'est-à-dire la différence... C'était au nom de la différence qu'on disait bah oui, écoutez, non, vous ne pouvez pas être ci, vous ne pouvez pas être ça, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, ou vous devez rester à la maison et pas sortir dehors, etc. etc. C'est-à-dire que l'égalité, c'est par-delà. Par-delà, ça veut dire inclure les différences. C'est-à-dire la différence ne doit pas être source d'inégalité et de discrimination. Vous savez, il y avait la phrase... il y a un entretien Simone de Beauvoir fait avec je ne sais plus qui, et où il parlait de l'égalité dans la différence. Et elle répond « Moi, je vois beaucoup de différences dans l'égalité ». Et donc, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'au nom de la différence, on justifiait les inégalités, et c'est à cette façon de raisonner qu'elle répond. Et moi, je pense que
c'est ce que j'essayais de dire aussi sur les différences à travers les histoires, les cultures, les religions, etc. C'est les inclure dans ce chemin vers l'émancipation, et qui est un chemin toujours difficile. On pourrait reprendre la phrase célèbre, de même que la révolution n'est pas un dîner de gala, l'émancipation des femmes non plus n'est pas un dîner de gala. On va terminer avec une dernière question pour vous trois. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Le mot opposé, c'est la sororité. Quel mot vous proposeriez pour remplacer ce mot-là et trouver un mot mixte qui conviendrait à tout le monde? Liberté, équité, du coup. Je vous laisse sur le troisième. Ah, c'est de la triche. On l'a posé en plus la question aujourd'hui en classe. On n'a pas trouvé le mot. On a dit liberté, égalité, universalité, mais bon, c'est... Oui, il y en a qui proposent adelphité parce que ça définit un rapport ni fraternel ni sororel, mais bon, mais... bon, voilà, il y a une histoire aussi du mot. En effet, là, c'est après la République des pères, on est passé à la République des frères. Et c'est de cette République des frères dont les mouvements d'émancipation féministe essaient de sortir depuis 3 siècles. À partir du moment où les mots ont une histoire, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas faire la devise liberté, égalité, sororité est aussi injuste que peut l'être liberté, égalité, fraternité. Alors, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de solution. Je veux dire, je ne sais pas. Il y a un moment où c'est la porie, on ne sait pas. Anne, et vous, moi. vous proposez? Vous avez une idée, vous? Solidarité, peut-être. Sororité? Solidarité. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le garder. Bon. Voilà, c'est une devise. Vous voyez, c'est comme le drapeau. Le drapeau, il est bleu, blanc, rouge, vertical. Les autres, pareil, les mêmes couleurs horizontales. Heureusement, ça définit pas la même politique. Mais bon, je sais pas. Puis moi, je me sens pas très, concernée. Je me sens pas très concernée par les mots au fronton des, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça témoigne de l'histoire. Oui, bien sûr que c'est important, mais la société, les époques bougent, les choses, c'est compliqué. Voilà, on va pas mettre sororité, liberté, c'est le plus beau mot, liberté au pluriel et pour toutes et tous. C'est ça que j'aurais envie de retenir. Oui, enfin, écoutez, dans le contexte actuel, je trouve que les mots quand même ont un sens, voyez. Non, mais je dis pas que les mots n'ont pas de sens. Pour un certain je m'en sors comme je peux. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. On peut pas vous répondre. Quand vous dites ce qui est au fronton, ça n'a pas d'importance. Pour toute une série de gens dans le passé, ça a été très important d'arriver dans un pays où il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Je crois que pour pas mal d'Ukrainiens aujourd'hui, arriver dans des pays où il y a liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas que la France, c'est la devise française, mais il y a d'autres pays qui sont aussi républicains et aussi démocratiques que nous le sommes, même imparfaitement. Ça veut dire quand même des choses. Vous voyez, sur les mots ont du sens, bien entendu, mais... On retiendra en tout cas de cette soirée qu'il reste des mots et des débats à explorer et à inventer. Merci infiniment Emanuela Todorova. Merci. Merci infiniment Anne Gainsburger. Merci infiniment Martine Storti. Mais merci à vous. Merci à vous d'être venus. Le bar est ouvert, la librairie aussi, les chapeaux sont tendus et nos invités restent là, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer et à discuter avec elles. Bonne soirée à tous et à toutes.